Et aujourd'hui, on va accueillir de fantastiques intervenants. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui sont connectés aussi. Et merci à Faber Novel de nous accueillir dans ce lieu qui est… Je passe devant tous les matins. Je me dis, ça doit être magique à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est super. C'est vraiment un très, très bel endroit dans Paris. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est très, très cher. On va parler de performance, on va parler de marketing, et on va parler de mesures. Donc, vous allez voir, ça avance très vite sur ces sujets-là et il y a des belles solutions d'innovation. Je vais passer sur ma photo, si vous le voulez bien, et je vais vous parler de l'Axel. Alors, l'Axel, c'est l'association de l'économie numérique. Faut pas trop que je marche, voilà, sinon vous ne me voyez plus à la caméra. Je vais essayer de coller les pieds au sol. C'est une association c'est une belle association française qui existe depuis les années 90, c'est ça, si ma mémoire est bonne, Marie? Avant même? Ouais, je pense qu'on a changé de nom depuis. En tout cas, mon entreprise, on y est depuis 2004. Vous voyez, on était tout jeunes à l'époque, pour ceux qui savent chez qui je travaille. Et l'Axel maintenant accompagne tous les sujets sur l'économie numérique. Il y a 4 mots-clés qu'on a mis en bas qui sont importants, qui représentent un peu les valeurs de l'Axel. L'inclusion et le numérique, c'est des sujets que si vous êtes membre de l'Axel et si vous revenez régulièrement, vous allez retrouver. La transformation numérique, évidemment, c'est le sujet majeur, c'est le tronc commun, comment on accompagne aujourd'hui les petites, les moyennes et les grandes entreprises sur l'accélération numérique. La confiance et numérique, qui est plus un sujet consommateur, comment aujourd'hui les Français adoptent et font confiance dans cet outil et dans ce levier qui est le fantastique levier qui est le numérique. Et enfin, last but not least, parce que ce sujet m'est cher aussi, c'est la croissance et le numérique. Et vous allez voir un événement important dans quelques jours à venir. Donc, si vous le voulez bien, accompagnons ensemble la transformation digitale. Décidément, la photo est partout. Merci Marie. Alors, l'Axel, qui est à l'Axel? C'est une grande famille. C'est toutes les entreprises, finalement, des entreprises globales, euh, comme celle-ci, Google, comme celle-ci, Amazon, comme celle-ci, Orange, comme la Banque Postale aussi, enfin, beaucoup d'entreprises, et des entreprises de la Société Générale, et des entreprises un peu plus locales, peut-être comme des grandes, comme la Banque de France, et des plus petites. Je ne vais pas citer tout le monde, mais beaucoup d'entreprises représentées à l'Axel et de tous les secteurs d'activité. Et c'est ça aussi qui fait la richesse. Moi, je travaille plutôt dans un secteur qui est le commerce et le retail. Ça, je dois vous avouer que j'apprends beaucoup aussi de d'autres secteurs, de la finance, de la banque. Et ça, c'est chouette. On a plutôt tendance à toujours regarder ce que font nos pairs dans un même secteur. Vous allez voir aujourd'hui, on va apprendre d'un très bel acteur de la presse. Alors, l'Axel, la singularité de l'Axel, c'est qu'il y a 6 extraordinaires Think Factory. Et on produit du contenu. Ça, c'est grâce à Marie qui est très humble, qui baisse la tête, qui est à côté de moi. Et c'est ça qui est chouette à l'Axel, c'est qu'il y a une grosse production de contenu. Et donc, pour tous les membres de l'Axel, cette capacité à aller voir ces livres blancs et toutes ces publications. Une Think Factory d'abord qui porte les sujets, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, confiance et data. Donc là, on est plus sous l'angle consommateur ou l'angle usage. Notre club commerce et tech club qui nous réunit aujourd'hui. Le digital, évidemment, est régalien et touche toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, on va regarder comment le digital, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue juridique. Et c'est important aussi, d'un point de vue réglementaire, on est dans un écosystème qui bouge beaucoup. Voilà, je crois que tout le monde demande à notre réélu président de la République de faire en sorte que ce système réglementaire soit un peu plus stable pour tous les acteurs du numérique et pas que, qu'on s'y retrouve sur le moyen et long terme. Aussi un très beau club paiement et fintech qui incube beaucoup d'innovations, parce que vous savez que le secteur de la fintech bouge beaucoup actuellement et continue à lever beaucoup de fonds. L'assurance et le digital, c'est un très beau sujet aussi. On n'est pas loin de très grands assureurs ce matin. Et enfin, le club Santé Connectée qui a évidemment bien accéléré ces 2 dernières années. Il se passe beaucoup de choses sur ce secteur. Donc, je vous invite vraiment, au moins par curiosité, à regarder ce qui se passe sur les autres clubs. Voilà, alors nous, c'est le Commerce Tech Club. On va parler ce matin d'un angle, on va adresser le sujet sous un angle plus marketing. Le Commerce Tech Club, ce qui fait notre
notre force avec Alexandre et toute l'équipe qui est là ce matin, c'est de parler à tous les retailers. D'accord. Le commerce, c'est un très bel et très grand écosystème. Des petits marchands, on va se délocaliser dans quelques semaines en province aussi pour aller voir pas mal de commerces locaux et évidemment des acteurs beaucoup plus avancés peut-être sur le digital que sont des pure players. On a un très beau témoignage ce matin. On a eu 3 thèmes à traiter sur les 12 derniers mois qui ont fait beaucoup d'écho, donc on est super content. Et le prochain rendez-vous à ne pas manquer, et je vais m'arrêter là, pour laisser la parole, c'est celui-ci, c'est le 1er juin, c'est le baromètre croissance et digital, c'est la 6e édition. Alors, c'est une institution maintenant en France, comme j'ai l'habitude de dire. C'est notre 6e édition. Ça se passait chaque année à Bercy. Donc, cette année, on a changé. Je crois qu'on n'a toujours pas le nom du Premier ministre. Hein. Ça, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas qui sera le ministre du digital ou de l'économie qui nous invitait jusqu'alors. Donc on ira. Pour l'instant, on n'ira pas à Bercy, mais on ira dans un très bel endroit qui est la FNTP, qui est 3 rue de Berry dans le 8e. Et j'espère qu'on pourra inviter le nouveau ministre qui nous fait l'honneur de nous accueillir chaque année et venir réagir souvent aux résultats de ce baromètre. Donc, c'est le 1er juin. On a encore des très beaux chiffres à vous partager sur l'accélération réellement du digital au service des commerces. Ce qu'on essaye de mesurer dans ce baromètre, c'est comment le digital permet aux commerçants d'accélérer leur croissance. Et on y arrive, croyez-moi. Voilà, avec des partenaires que vous voyez ici. Allez, on en arrive à notre sujet, décidément. On a un superbe agenda aujourd'hui. On va accueillir Cédric No, Camille Fischer, Soraya Delwart, Aurel. Je ne prononce jamais ton nom, je viens de m'apercevoir. Donc, je ne vais pas prendre de risque. On travaille ensemble avec Aurel. Donc, sinon, ça va me revenir dessus. Voilà. Je vais laisser tout de suite la parole à Camille, je crois, qui va intervenir maintenant. Et je vous souhaite une très, très bonne matinée. Bonjour à tous, donc, je suis Camille Fischer, je suis en charge de l'équipe Data Marketing chez Faber Novel où je travaille depuis 7 ans. Je vais du coup vous parler de ce sujet de la mesure sans données puisque la donnée étant notre matière première au sein de cette équipe, on est confronté aux mêmes problématiques que nos clients. Alors, pour reprendre dans le bon sens. Je vais commencer par essayer de poser un petit peu le contexte. À moins que vous ayez vécu dans une grotte ces dernières années, il ne vous a pas échappé que le monde digital vivra et ça risque de ne pas s'arrêter, mais vit des bouleversements qui sont majeurs. Je vais peut-être vous dire des choses que vous savez déjà, mais il me semble important quand même de résumer ces bouleversements. En quelques mots, ce qu'on peut se dire, c'est que déjà, on a des nouvelles règles du jeu. Les réglementations, elles évoluent, elles deviennent de plus en plus strictes et elles se globalisent. On a en Europe le RGPD, aux États-Unis, on va avoir en Californie le CCPA et des discussions d'ailleurs pour avoir des réglementations au niveau fédéral. En Chine, quoique peut-être discutable, mais on a également des réglementations comme People. Comme je disais, donc, ces règles deviennent de plus en plus strictes. On a aussi donc, des technologies qui sont en évolution. On a donc, la disparition des cookies tiers qui voit sa dernière échéance arriver avec la suppression des cookies tiers dans Chrome après un premier mouvement lancé par Safari et Firefox. Mais on a le même mouvement sur les applications avec notamment Apple qui a déployé l'année dernière la fonctionnalité App Tracking Transparency qui soumet le partage des données publicitaires des utilisateurs à leur consentement. Et enfin, un dernier point, c'est qu'on a quand même des comportements des utilisateurs dont le comportement évolue, qui s'adaptent et qui sont de plus en plus conscients de l'importance de la protection de leurs données personnelles.
et qui, du coup, vont être peut-être un peu plus frileux à partager leurs données, ou en tout cas en ont de plus en plus conscience. Et ça, c'est un mouvement qui est porté par notamment des scandales qui ont fait grand bruit, même par des plateformes qui vont relayer ces sujets-là. Je pense notamment à des documentaires à succès sur Netflix. Donc, c'est un vrai phénomène de société. Et la beauté de tout ça, c'est que tous ces changements, ils s'opèrent en même temps quasiment. Donc, les marques doivent composer et être prêtes sur tous les fronts. Je vais réussir à changer les slides dans le bon sens, je vous le promets. Si on se concentre un petit peu sur les conséquences qu'ont ces changements, déjà, clairement, c'est des conséquences qui sont importantes. On ne va pas se le cacher, mais les marques, elles doivent maintenant changer la manière dont elles ont pu jusqu'à présent piloter leur stratégie. Une des premières conséquences la plus directe, c'est la perte de visibilité sur la performance, avec une perte de visibilité sur la performance des assets digitaux, mais aussi des tactiques et de la stratégie marketing qui peut être déployée, avec notamment moins de données disponibles et des données disponibles d'une qualité, on va dire, moindre. Que ce soit vos statistiques d'audience, la performance de vos investissements médias. C'est vraiment toutes les données qui sont concernées et qui rendent du coup l'analyse, par exemple, d'attribution ou l'analyse du ROI compliquée. Tout ça, ça va fausser potentiellement les analyses que vous avez l'habitude de mener et ça rend la prise de décision complexe. Et cerise sur le gâteau, c'est que vous avez de la chance, tous les cas d'usage marketing sont concernés. Donc, on se parle de retargeting de prospects, de personnalisation des parcours, bref, tout ce que vous pouvez avoir l'habitude de faire, par exemple avec du ciblage média. Tout ça est concerné. Et donc, ce qui était possible hier ne le sera plus demain, voire ne l'est déjà plus aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, les marques doivent trouver des nouvelles manières de faire du marketing différemment. Mais comme une difficulté ne vient jamais seule, elles doivent le faire différemment, mais continuer à répondre aux mêmes exigences de performance et de rentabilité. Puisqu'elles persistent. Et ce mouvement de fond qui s'installe, il n'est pas prêt de ralentir. Donc ça, c'est des chiffres que vous connaissez probablement sur les taux de consentement. Avec la clarification des lignes directrices de la CNIL, on a clairement vu les conséquences sur les taux de consentement qui ont baissé, même si on observe que tous les secteurs et toutes les catégories d'appareils ne sont pas égales face à ça. C'est quand même des changements qui sont assez marqués. Peut-être des chiffres qui ne figurent pas sur cette slide, mais qui vont concerner les taux de consentement ATT. En France, le taux de consentement, il est un petit peu plus élevé que 50%. Et d'ailleurs, la France, on est un peu un pays qui fait l'exception. On ne fait jamais rien comme tout le monde. Mais à titre d'exemple, aux États-Unis, ce taux de consentement, il est 37%. Aussi parce que cette fonctionnalité était disponible avant, donc on peut peut-être projeter des chiffres similaires dans les semaines, voire mois à venir. Et du coup, comme je le disais, mais ce mouvement, il risque d'être accéléré probablement dans les mois à venir, puisque avec tous ces sujets de data privacy, s'installe aussi un nouveau phénomène qui est la fatigue du consentement, tout simplement, avec des utilisateurs qui sont constamment soumis à des nouvelles, à des bandeaux, puisque le consentement doit être renouvelé régulièrement sur tous les sites, en plus maintenant sur les apps sur lesquels ils naviguent. En fait, ils n'arrêtent pas de leur demander s'ils veulent bien partager leurs données. Et on n'arrête pas de leur demander s'ils veulent partager leurs données. Il y a même des
petits malins qui se sont amusés à développer des bots, des extensions sur les navigateurs pour fermer automatiquement les bandeaux cookies. Donc, ce qui n'arrange pas notre affaire et qui risque de simplement aggraver la baisse du taux de consentement. On n'arrête pas le progrès de ce point de vue-là. Maintenant qu'on a posé le contexte, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur les enjeux et les difficultés, les défis en tout cas auxquels les marques vont faire face, qui ne sont pas des moindres. Le premier défi, je pense qui va concerner les marques auxquelles elles vont être confrontées, c'est vraiment le fait d'accepter le changement. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais je pense que c'est important qu'on s'arrête peut-être sur le pourquoi c'est important d'accepter le changement. Le premier point, c'est que déjà, qu'on le veuille ou non, l'écosystème digital a déjà changé et ça ne risque pas d'évoluer dans une autre direction. Donc, le futur sera privacy-centric, qu'on soit d'accord avec ça ou non. Ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène, en fait, il est vraiment porté par les consommateurs eux-mêmes qui ont intégré dans leurs exigences et dans leurs attentes auprès des marques la protection de leurs données personnelles. Et c'est surtout que les organismes de régulation, ils sont là aussi pour s'assurer que les marques sont bien en règle. Si avant les clarifications de la CNIL, il y avait peut-être des débats sur la manière d'interpréter et de mettre en place tout ce qui était bandeau de cookies et la collecte du consentement, aujourd'hui, les marques, elles se sont quasiment toutes mises en conformité stricte. Elles ont même accepté, intégré l'importance de ces sujets pour leurs consommateurs. Donc, on se rend compte que les solutions de contournement qu'il pouvait y avoir il y a quelques mois, quelques années, elles n'ont plus leur place aujourd'hui. Et surtout, elles peuvent être néfastes pour l'image de marque. Donc, c'est un jeu dangereux de ce côté-là. On constate quand même qu'il y a toujours des acteurs qui ne jouent pas franc jeu, notamment dans le secteur de l'adtech, dont le modèle économique va beaucoup reposer sur la publicité. Et c'est notamment depuis la mise en place d'ATT, mais qui, pour essayer de continuer à collecter un maximum de données, vont avoir recours à des solutions qui sont un petit peu douteuses, comme le fingerprinting, des approches clairement loin des enjeux data privacy. Donc, c'est un petit peu dommage, alors qu'il y a une vraie opportunité pour les marques de faire la différence, d'être transparent et d'entrer dans une relation qui soit plus vertueuse avec leurs consommateurs. Donc, essayer de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et un deuxième point aussi, c'est dans cette acceptation du changement, c'est de comprendre que ces entre guillemets petits changements externes, ils ont en fait des vraies conséquences et des grandes conséquences en interne au sein des entreprises. Et ça, je pense que c'est un des éléments qui avait peut-être été le moins anticipé ou qui était le moins prévisible pour les entreprises qui en fait sont touchées à tous les niveaux et que ce sujet ne doit pas être traité que d'un point de vue technologique ou marketing, mais il doit entraîner des vrais changements au sein des entreprises pour pouvoir intégrer des nouveaux processus, des nouvelles méthodes de travail, intégrer des nouvelles parties prenantes aussi. Donc, vraiment des changements qui sont globaux au sein des entreprises. Et c'est clairement des changements qui vont mettre du temps à s'opérer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça reste cependant nécessaire, même si ce sera coûteux, pour les marques de se conformer à ce nouveau paradigme auquel elles sont confrontées aujourd'hui. Surtout que ces changements, pour l'instant, c'est des changements auxquels, qui sont imposés aux marques. Elles n'ont pas fait le choix forcément de mettre en place tous ces changements. Ce nouveau terrain de jeu, elles doivent simplement composer avec. Mais ce qui est important, c'est d'entrer dans une démarche qui soit peut-être plus proactive et d'essayer de regagner le contrôle sur les éléments qu'elles peuvent contrôler justement. Et
d'essayer de limiter dans la mesure du possible les effets néfastes de ces différents changements. Dans un premier temps, ce qu'on remarque, c'est que oui, certes, le volume de données collectées, il est en baisse, c'est un fait, mais peut-être à quel point, dans un premier temps, ce qui me semble important, c'est d'essayer d'estimer, d'essayer de comprendre à quel point notre entreprise elle est impactée par ces différents changements pour pouvoir savoir avoir la photo la plus complète déjà de la performance à date, dans la mesure du possible, mais de pouvoir savoir quelle est l'ampleur de la perte de données. Est-ce qu'il y a peut-être des catégories d'appareils ou des plateformes qui sont plus touchées que d'autres? Ce qui permet, du coup, en se posant ces questions-là, d'identifier les cas d'usage peut-être qui sont les plus impactés et de concentrer les efforts sur ces cas d'usage-là et de pouvoir chercher des solutions qui soient adaptées à chaque, on va dire, à chaque entreprise pour combler cette perte, mais de manière la plus pérenne possible. Et si on essaye de regarder un petit peu les leviers dont les marques disposent pour essayer de combler cette perte de manière pérenne, c'est la solution qui se dessine aujourd'hui, c'est le passage à une nouvelle approche dans la collecte des données, un passage à une approche plus probabiliste qui va reposer plus sur la modélisation des données. Jusqu'à présent, les données, elles étaient collectées de manière déterministe, donc basées sur l'observation. On a un utilisateur qui navigue sur notre site Internet. Il nous envoie des signaux data dans nos outils de web analyse et c'est comme ça qu'on arrivait à comprendre ce qui se passait sur nos sites. C'était assez simple, ça reste toujours assez simple, mais c'est un client qui navigue sur mon site, ça va être un visiteur dans mes outils de web analyse, une page produit consultée, ça va être une page vue. Seulement, si on n'a pas de consentement, on n'a pas de données observables et du coup, on n'a pas ces signaux data qui nous permettent de comprendre la performance et les parcours de nos utilisateurs. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on reste dans une position attentiste ou est-ce qu'on essaye de changer quelque chose? Et est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas construire ces signaux data plutôt que de simplement les observer? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire peut-être un meilleur usage de la technologie et de notre connaissance client grâce à l'historique de données qui a été collecté, grâce à la sophistication aussi des modèles et des algorithmes, et du coup qui nous permettrait de reconstituer finalement ce vide. Et c'est là qu'entrent en jeu les approches probabilistes qui nous permettent du coup d'approcher ces données à partir de notre connaissance. Donc là, tout l'enjeu des marques dans les prochains mois, les prochaines années, ça va être de faire un meilleur usage possible de la tech et de la connaissance métier pour pouvoir essayer, dans la mesure du possible, de combler ce vide et de se créer un socle de mesures qui soit future-proof, désolé pour l'anglicisme, mais qui soit à l'épreuve du futur. Donc vous me direz probablement que ces sujets de modélisation, ils ne sont pas à la portée de toutes les entreprises, y compris les entreprises de grande taille, que les bénéfices peuvent peut-être être visibles seulement sur du moyen ou du long terme. Et du coup, en attendant, quelles sont les solutions qu'on peut avoir à disposition. Et là-dessus, du coup, c'est plus de se concentrer sur des solutions qui vont être plus court-termistes, en essayant, par exemple, d'optimiser son socle de collecte actuel. Donc, la magie de ces sujets data privacy, c'est que ça nous amène à se poser des questions un petit peu nouvelles. Mais une des premières questions, c'est comment est-ce qu'on arrive à collecter mieux, même si on collecte moins.
parce que faire avec moins de données, c'est en fait. Voilà. Mais maintenant, il faut aussi qu'on s'assure que les utilisateurs qui auront bien voulu consentir au partage de leurs données, que ces données-là, elles sont de qualité et qu'elles sont pertinentes, qu'elles sont utiles à l'entreprise, notamment dans cette logique de se préparer à un passage à une approche probabiliste, puisque c'est la qualité des données qui va faire la qualité des modèles qu'on va pouvoir construire par la suite. Et du coup, plutôt que de se concentrer sur la baisse de volume, là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se concentrer sur la qualité des données qu'on va collecter, en essayant, par exemple, de peut-être retravailler ces indicateurs de performance, en essayant peut-être de revoir ces plans de tracking, puisque ça, c'est des sujets qui datent un petit peu et qui ne sont pas toujours actualisés. Et vraiment de se concentrer sur la qualité. Et un autre point, ça peut être aussi de collecter différemment, parce que si ces changements de l'écosystème, ils peuvent présenter des aspects positifs, c'est quand même sur le dynamisme et sur l'activité qui a été insufflée dans l'écosystème, avec des acteurs qui se mobilisent pour trouver des solutions, pour proposer des alternatives et essayer, dans la mesure du possible, de limiter les effets de tous ces changements. Et du coup, on a par exemple des acteurs AdTech, MarTech qui vont proposer des solutions qui vont permettre d'affiner ou de préciser la mesure. Donc, autant en profiter puisqu'elles nous mettent ça à disposition. Et une deuxième solution, ça peut être également de passer à une autre méthode de collecte de données. Jusqu'à présent, la plupart des entreprises, elles vont avoir tendance à collecter avec une méthode qu'on appelle client-side. Donc, sur mon site, j'ai des balises qui se déclenchent et qui permettent de collecter, d'envoyer des signaux dans mes outils Web Analytics. Mais on a également la possibilité de passer à un tracking plutôt server-side, où là, c'est directement les outils métiers et les back-office qui envoient les données, qui envoient les informations, et ça permet donc de fiabiliser la donnée en envoyant des données qui sont réelles, de les enrichir en intégrant les retours, les remboursements éventuellement, et en intégrant également d'autres informations que vous ne pouvez peut-être pas collecter directement sur vos sites. Donc, ces solutions, elles ne sont pas miraculeuses parce qu'elles sont également soumises au consentement, mais ça reste quand même une manière d'essayer de fiabiliser, de sécuriser les données qui sont collectées aujourd'hui. Pour finir, je voulais revenir peut-être sur un sujet un peu plus, une note un peu plus personnelle sur les défis de demain. En tout cas, ce que j'estime que seront les défis de demain. Je pense que il faut essayer de voir ça comme une opportunité. Parce qu'il y a une vraie prise de conscience sur le marché de l'importance de la protection des données personnelles par tous les acteurs de ce marché. Ce qui est assez impressionnant, je trouve, c'est le fait que ce soit que ce soit un sujet aussi global et que du coup, ce soit aussi une opportunité pour les marques de revenir à des fondamentaux, peut-être, de remettre les consommateurs au cœur de leurs préoccupations, d'essayer de revenir à des relations qui soient plus intimes, qui soient fondées sur plus de relations, plus d'échanges. On parle de plus en plus de zéro party data, donc qui est de la donnée déclarative librement partagée par les utilisateurs. Mais pour que ça, ce soit possible, pour que les utilisateurs, pour que les consommateurs se sentent en confiance, suffisamment en confiance en tout cas de nous partager ces données-là, encore faut-il qu'ils comprennent à quoi elles vont servir et que les bénéfices soient clairs. Donc, il y a vraiment tout un enjeu pour les marques à travailler aussi leur proposition de valeur et d'être dans une communication qui soit la plus transparente possible pour
pour être entré dans la mesure du possible dans une relation vertueuse et faire en sorte que ce monde digital convienne à tout le monde. J'espère que ça vous aura ouvert de nouvelles perspectives, que ça vous fera vous poser des questions différentes. Et sans plus attendre maintenant, je vais accueillir sur scène Cédric No, qui est donc, éditeur numérique du pôle jeunesse chez Bayard, qui va témoigner de son expérience sur ces sujets-là. Je sais que c'est des sujets qui vous intéressent depuis un certain temps chez Bayard. En plus, je sais que tu as plein de choses super intéressantes à nous dire sur le sujet. Peut-être pour commencer, une question simple, mais si tu peux juste nous présenter Bayard et nous parler juste de ton poste. Très bien, merci pour l'accueil, merci Alexel, merci Faber, merci Camille. Donc Cédric, je travaille au sein d'une vieille maison de presse. On fait du papier, Bayard Presse. Pour résumer, vous avez une matrice publique et métier. Public avec la jeunesse, donc le secteur jeunesse. Alors on va de Pomme d'Api, J'aime lire, Okapi, Belles histoires, voilà, des belles marques. Vous avez le public religieux, donc avec prions en église, Panorama. Vous avez un quotidien qui s'appelle La Croix. Et puis, on a un public en devenir qui est assez intéressant. C'est les seniors avec le magazine Notre Temps. Et puis, on a des métiers, donc le métier de la presse. Voilà, changement de micro. Les métiers de la presse, qui sont quand même, comme vous le savez, c'est des métiers qui sont très rythmés par le temps. Un quotidien, un hebdomadaire, un mensuel. Donc, toute l'organisation de l'entreprise et des métiers se fait en fonction de ce rythme. Vous avez le métier du livre, et puis maintenant, vous avez ces métiers du numérique qui viennent transverser. Donc, vous avez une belle matrice comme ça, avec des publics et des métiers. Alors moi, je m'occupe, je ne suis pas CDO, je suis éditeur numérique sur le pôle grand public. Il n'y a plus de CDO au sein de Bayard Presse, il y en a eu. Chaque entité maintenant a totalement bien intégré les questions numériques. Donc moi, je m'occupe au sein du pôle grand public du site notretemps.com, du Pèlerin Magazine, de sites parentaux. Donc ce sont des business models qui sont à cheval entre la publicité et le marketing direct et l'abonnement. Sur Bayard, sur dire quand même que l'ADN de Bayard, c'est l'abonnement. C'est une vieille maison qui fait de l'abonnement depuis très longtemps, donc bien avant Netflix. Et donc, notre ADN repose sur des KPI. Alors, aujourd'hui, on utilise des anglicismes, lifetime value, machin. Alors, nous, on fonctionne avec des vieux KPI, mais qui sont tout aussi performants. Ça s'appelle le coût de recrutement abonné, ça s'appelle le taux de réabonnement, ça s'appelle l'horizon de diffusion, c'est-à-dire savoir projeter votre portefeuille abonné à 2-3 ans et savoir ce qu'il va vous rapporter. Et puis le panier moyen, c'est-à-dire par cohorte, est-ce que vous arrivez à faire rentrer des nouveaux abonnés en augmentant votre valeur, c'est-à-dire en augmentant le prix. Voilà, bon, c'est pas très original, mais on fait ça maintenant depuis 60 ans. Donc, c'est assez intéressant de confronter cette maison avec ces nouveaux enjeux côté numérique. Un dernier petit détail, on a aujourd'hui un peu plus de 4 millions d'abonnés sur l'ensemble de nos titres. Donc, c'est un beau portefeuille. On s'est développé sur le e-commerce, bien évidemment. Il y a un enjeu qui est assez intéressant, c'est si vous prenez les années 2000 et les années 2020, c'est les moyens de paiement. On était à 90% chèque juste avant la bulle Internet des années 2000. On est passé maintenant à un peu plus de 60% en paiement carte bleue. Et puis, il y a le prélèvement qui arrive derrière. L'enjeu du paiement, on le voit, devient quand même critique dans tous nos parcours clients. Et c'est vraiment un dispositif, c'est une question qu'on aborde peu, mais qui, dans un groupe média, est vraiment prégnant et assez important. Si on revient peut-être, du coup, déjà merci pour cette présentation. Et si on revient à notre sujet qui est la mesurer sans données, est-ce que tu peux nous dire un peu quels ont été
les difficultés ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui chez Bayer? Elles sont nombreuses, mais comme tous les groupes de presse. Alors, petite précision, je suis confronté à 2 dimensions. Il y a la dimension média financée en partie par la publicité, avec toute l'évolution du marché de la tech, et à l'enjeu de recruter des abonnés. C'est-à-dire rien que sur le magazine Notre Temps, on doit recruter quasiment 100 000 nouveaux abonnés au magazine par an. Tout ce que tu as décrit, bravo pour la présentation, c'est hyper synthétique. Alors, on avait travaillé ensemble il y a 1 an sur tous ces enjeux. Alors, un des intérêts de Bayard, c'est qu'on a un rapport au temps qui est un peu particulier, c'est qu'on a le temps de par notre actionnariat. Et parfois, ça joue en notre faveur, à savoir qu'on a décidé d'engager une refonte complète de notre CRM il y a 1 an, et de tout changer au niveau data et de basculer dans le modèle Web First. Alors, côté média, la question du passage au Web First, on la connaît, hein, c'est d'essayer de réorganiser les équipes, non plus pour produire en fonction, vous savez, de cette périodicité quotidien, hebdomadaire, mensuel. Toutes les rédactions sont organisées, le flux copie, c'est le temps qui rythme finalement. Et là, on leur dit, finalement, le passage au Web First, c'est on publie d'abord sur le web et puis après, il y a la publication print. Mais vous ne changez pas ça comme ça d'un claquement de doigts. Donc ça, c'est un gros changement qui s'accompagne en parallèle d'un passage pour les équipes marketing finalement au même process, c'est-à-dire qu'il faut recruter et fidéliser en Web First. Et là, c'est vrai que ce qui est un peu difficile, c'est qu'avec tout ce que tu viens de décrire, je pense qu'en fait, on a juste oublié que d'abord, avant Internet, on faisait du marketing, hein, on louait des fichiers, on échangeait des données, sauf que la différence entre hier et aujourd'hui, c'est le temps réel. C'était qu'on a habitué nos directions générales et surtout nos directions financières à avoir un pilotage en temps réel de est-ce que tes 10 € d'hier ont rapporté 20 €. Et aujourd'hui, on répond à la direction financière, maintenant, on ne sait plus. Voilà. Vous oubliez là vos tableaux de bord, vos KPI, vos reporting. Vous arrêtez tout ça parce que là, de toutes les façons, vous n'avez qu'une vision parcellaire de votre business. Donc, vous risquez de prendre des décisions stratégiques sur d'une mauvaise analyse de données. Ça, c'est compliqué parce que les directions, elles aimaient bien le petit côté achète-moi un truc sur Facebook, on est en retard sur le budget, remets-moi 10 000 sur Facebook, 20 000 sur Google, et puis tu vas voir, ça va remonter. Bon, là, on va revenir au bon vieux basique du marketing. Voilà. Donc, je pense que ça c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train de vivre. Parce que malgré tout, les fondamentaux de l'Internet restent, c'est-à-dire que cette maîtrise par la data, l'analyse par la compréhension par la data, elle revient en ligne, et puis on y reviendra juste après. Ça, c'est clair que c'est un bel exemple chez Bayard d'entreprise qui est impactée à tous les niveaux. Du coup, face à ces difficultés, est-ce que vous avez mis en place une stratégie particulière? Est-ce qu'il y a des priorités que vous souhaitez traiter? Il y en a beaucoup. J'en parlais d'une. On sature le bas de tunnel. Je pense que c'est un cas qu'on rencontre dans toutes les équipes marketing. Enfin, tous les équipes marketing qui pilotent des budgets sur du bas de tunnel remontent en disant écoutez, arrêtez de nous mettre la pression, arrêtez de nous demander du rendement, on n'en peut plus, on sature tout, quoi. Donc, il y a un moment, il va falloir repenser l'approche, il faut faire autrement. La difficulté, c'est que on dit OK, remonter le funnel. Donc, remonter sur reparler de la marque, raconter une histoire, redites qui on est, retravailler votre SEO, élargissez sur le SEA, mais ah oui, mais attendez, élargir le SEA, c'est baisser le rendement du SEA. Ah oui, non, ça, c'est pas acceptable, il faut maintenir les taux de transfo. Donc, on a de nouveau en fait un échange qui est assez intéressant, c'est que repartir sur le haut tunnel, c'est redire qui on est, repartir sur nos valeurs, repartir sur la marque, mais avec les techniques du marketing direct. Et ça crée des tensions parce que les équipes les équipes communication qui avaient l'habitude de dire OK, on va faire cette année, on met 300 000 € sur une campagne vidéo qui va parler de nous. Voilà, on fait une super campagne vidéo, machin. Les équipes marketing, ils disaient OK, attends. Nous, on mettait 10 000 par jour et puis on regarde tout de suite s'il y a des ventes. Si on se lance, on remonte en haut de tunnel, on va réintégrer, par exemple, on va dire allez, on va se déployer sur YouTube, on va faire une campagne sur YouTube, on va faire des vidéos. Ouais, mais dès qu'on le fait, il nous faut un rendement derrière. On ne peut pas attendre 1 an
de savoir qu'une étude va nous dire que oui, peut-être on a eu un impact. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et donc, on doit remettre tout le monde autour de la table. Et c'est ce moment-là, ce retour autour de la table de gens qui faisaient de la com, du MD, qui peut créer des frictions dans nos organisations parce que forcément, le pilotage budgétaire se fait différemment, les arbitrages se font différemment, et puis surtout, la mesure, l'accompagnement de la mesure. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Magie, le retour des équipes études, qu'on avait juste oublié depuis 20 ans, les équipes études qui font du panel, de l'interview, on fait du phoning, monsieur le client, bonjour, pourquoi vous avez acheté chez nous? Qu'est-ce qui vous a apporté? Ah, vous avez vu ça, c'est bien. Et puis, on réattribue. Donc, on revient à un marketing un peu plus sage, un peu plus… alors, certains diraient que c'est un peu passéiste, mais en fait, c'est assez moderne. C'est d'amener des équipes marketing à retravailler avec des équipes études qui peuvent nous apporter, parce que quand tu parlais en probabilité, les équipes études, c'est ce qu'elles font. Hein. Elles prennent 100 personnes, elles les interviewent, puis après, elles projettent sur une population française une capacité à dire si tu cibles ça, tu devrais y arriver. Et on va essayer de confirmer ça en temps réel. Super, merci pour ce retour, ce rappel de bonnes vieilles méthodes. Mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à les oublier. Peut-être le mot de la fin, parce que je vois que l'heure tourne et nous avons un deuxième invité. Est-ce que tu vois quand même des choses positives au-delà de ces bonnes vieilles méthodes dans ces changements et dans ce nouveau paradigme? Alors, je vais faire une toute petite parenthèse avant d'aller dans le positif. C'est dur en ce moment, quoi. C'est-à-dire que ce que nous impose le légal, on va dire, alors, on va parler de la CNIL, est-ce qu'ils se rendent compte de l'insécurité juridique qu'elle fait peser sur nos activités commerciales? C'est-à-dire, à vouloir combattre les GAFA, c'est une bonne chose, mais nous poser des règles à nous, petits acteurs, on se bat déjà tous les jours, les marges se réduisent à cause de tout ce qui est en train de se passer. Il y a un moment, il va falloir dire, écoutez, l'insécurité juridique, nous, on a besoin de créer de la confiance. Donc, faites-nous confiance, on vous fait confiance pour nous dire qu'il faut mieux mesurer la donnée, mais il faut se remettre autour de la table et discuter et de bien poser les enjeux économiques. Ça, c'est juste fin de la petite parenthèse, mais elle est importante, parce que les gros acteurs GAFA, ils ont un niveau de marge qui leur permet d'assurer tout ce qu'ils veulent. Nous, sur nos activités, je parle d'un groupe Bayard qui est une belle marque, mais je peux vous assurer que les marges sont faibles, c'est compliqué. Voilà, fin de la discussion. Après, ce que je trouve intéressant, 2 points. Un, la CNIL et le RGPD a obligé à faire quelque chose qui est assez intéressant. C'est on nous a obligés à ouvrir la boîte noire. Elle vient d'où ta donnée? Est-ce que tu es propriétaire de ta donnée? Où elle va ta donnée? Chez qui tu la transfères? Alors, dans le milieu de la tech, je peux vous assurer que là, tout d'un coup, tout le monde s'est parti en courant dans les couloirs, les bras en l'air. Ouh là là, je ne sais pas, c'est pas moi. Oui, alors on découvre que à ce titre, c'est que le RTB, le fameux RTB qui permet le fameux retargeting, c'est documenté, il y a un protocole, tout est lisible, on enfonce des portes ouvertes, mais il va falloir repartir sur ces connaissances-là. Mais finalement, la CNIL nous oblige à redocumenter et à redire est-ce que vous êtes en maîtrise de toute la chaîne de la valeur autour de vos données. Et le DPO devient quelqu'un qui est indispensable parce qu'il dit OK, là, tu n'es pas précis. Là, ce n'est pas assez précis. Ta donnée, c'est quoi? Quelle est sa caractéristique? Est-ce que c'est toi qui l'as créée? Est-ce qu'elle vient de quelqu'un? Si elle vient de quelqu'un, est-ce que tu as le droit de l'utiliser? Et ça, c'est intéressant parce que ça, voilà, on remet les mains dans le cambouis, comme j'aime dire. C'est vraiment l'aspect le plus intéressant. Après, je pense qu'il y a je reprends mes notes parce que c'est vrai que c'était un peu… c'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, on revient à, vous savez, le Cotter et Dubois, nos vieilles bibles marketing. Le retour du panel, le retour des études. Je pense que ça, le retour au dialogue client, rappelez vos clients au téléphone, prenez 10 minutes pour appeler et dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, et essayez de modéliser votre base client autour de ces données-là, parce que c'est ça qui va créer, c'est une donnée avec une histoire à raconter. Voilà. Super, merci beaucoup Cédric, c'était hyper intéressant. Merci pour cette perspective hyper intéressante du groupe Bayard. Et on va maintenant passer
la parole à notre deuxième invité, le petit cliqueur si besoin et le micro qui fonctionne. Il faut parler. Merci beaucoup, merci Camille et merci Cédric pour ce témoignage intéressant. Donc nous, je crois qu'on va faire un petit focus sur là où c'est très saturé. Donc voilà, on va moins parler du haut, de la notoriété, etc. Mais on va se concentrer sur ce qui est saturé. Soraya, déjà, donc merci beaucoup de venir témoigner et de venir nous partager ton expérience. Je ne dis volontairement pas beaucoup plus sur qui tu es et la boîte Tikamoon pour que tu puisses un peu te présenter et nous présenter Tikamoon. Bonjour à tous. Je m'appelle Soraya Delward, je suis directrice marketing chez Tikamoon. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, nous sommes un acteur européen du mobilier en bois massif, durable. On essaye de faire des meubles empreints d'authenticité. Nous sommes présents dans 6 pays en Europe, avec notre marché cœur qui est la France aujourd'hui. On existe depuis 2008, on est lillois. On regroupe à peu près 200 collaborateurs aux 4 coins de la planète aujourd'hui et on partage les mêmes valeurs chez Tikamoon qui sont très très fortes dans notre ADN, qui sont des valeurs telles que l'authenticité, la simplicité, la bienveillance et on est aussi très axé sur l'excellence qui reste un pôle très important chez nous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est une DNVB, en fait, on est certainement l'une des plus anciennes DNVB françaises, ce qui explique qu'on a une stratégie digital marketing très importante qui est vraiment au centre de toute notre stratégie. C'est notamment la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et c'était très intéressant, Cédric, le témoignage, parce que je pense qu'on a des problématiques communes et c'est marrant de voir comme ça sur 2 activités très différentes des thématiques qui reviennent. Voilà. Donc, le marketing chez Tikamoon est axé autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est le trafic, l'acquisition de trafic, tout ce qui est média, donc avec une stratégie omniprésente. On a ensuite un département qui est axé sur tout ce qui est conversion, UX, on-site, tout ce qu'on peut mettre en place pour nos clients. Et ensuite, on a une dernière brique qui est la partie sur l'animation commerciale et l'animation client, donc le bon vieux CRM, je dirais. Voilà. Et du coup, comme tu le disais, c'est vrai que vous avez une forte croissance, une belle croissance, du coup, stratégie marketing très importante. Et en effet, je pense que les changements dont parlait Camille vous ont énormément impacté. Il y a eu des grandes conséquences en interne. Je trouvais ça assez intéressant ce que Camille disait sur le côté interne dont on ne se rend pas toujours compte. Donc, 2 changements majeurs pour vous. Donc, le bandeau de consentement où en un clic, votre internaute a la possibilité de rejeter tout suivi via les cookies et les restrictions sur les cookies, donc first et third party, sur des navigateurs. Donc, pour vous, ça rend l'analyse du parcours utilisateur et la mesure, toi, de tes activités marketing quand même plus complexe. Est-ce que tu peux nous dire en quoi donc, ces changements vous ont particulièrement impacté, peut-être pour la boîte, et on entendait reporting, direction, etc. Et puis pour toi, côté marketing? On s'est très vite rendu compte que ça n'allait pas du tout être un sujet mineur pour nous. La donnée, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre stratégie et c'est vraiment notre quotidien finalement. Donc voilà, on a pressenti un peu que ça allait être un peu mouvant, comme d'habitude. On a aussi très rapidement observé des taux de consentement qui étaient relativement bas. Il faut savoir aussi qu'on a à peu près un tiers de nos utilisateurs qui viennent de Safari. Donc, ça a joué aussi dans la balance et dans la complexité. On n'a pas d'application mobile. Donc, voilà, on commençait à accumuler pas mal de choses. Donc, on s'est rapidement posé pas mal de questions parce qu'on s'est dit que dans notre approche, au niveau du pilotage, notamment, on a une approche très héroïste, voilà, avec le bas de tunnel, effectivement, où on nous demande énormément de rentabilité et de volume, qui est une vraie question chez nous. Voilà, donc la question, ça a été comment on va réussir avec ce double effet plus la complexité qu'on a dans notre business model, de réussir à lire de manière sereine et à prendre effectivement les bonnes décisions pour pouvoir avancer et répondre aux exigences
je dirais, au niveau de la direction globale. Et donc, du coup, dans ce que tu fais avec nous et donc sur tes investissements Google, on a mis en place 2 solutions qu'on a construites côté Google pour essayer d'avoir la mesure marketing la plus juste et donc avoir cette approche probabiliste dont Camille parlait. Donc, je résume dans les grandes lignes les 2 solutions qu'on a mises en place et toi, tu rentreras un peu plus dans les détails. Donc, on a une première solution côté Google qui permet de répondre aux changements donc, côté bannière. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur le choix de consentement ou non des visiteurs de votre site, auquel on ajoute divers signaux contextuels. Et nous, côté Google, on va ensuite utiliser nos capacités de modélisation pour estimer et modéliser des conversions manquantes qu'on n'a pas eu faute de consentement. Et on a une deuxième solution côté Google qui là répond à la perte des cookies sur les navigateurs. Pareil, même principe, on utilise nos capacités de modélisation pour essayer de compenser l'information qu'on perd côté navigateur. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'on a mis en place ces solutions ensemble, comment est-ce que ça s'est passé et surtout l'impact ensuite que toi, ça a eu? Alors, on a mis à peu près 3 mois sur le paramétrage de la solution modélisation côté bannière à le mettre en place. Ça a été géré 100% en interne pour diverses raisons. On a été relativement autonome pour la mise en place. C'est Elodie dans l'équipe acquisition qui a géré cette implémentation. Ça a été long parce que c'était aussi l'implémentation sur tous les leviers médias. Donc, c'était pas voilà, ce qui explique. On a tout géré aussi en interne, comme je l'ai dit, donc c'est ça aussi qui explique un délai de 3 mois. Sur la partie cookie navigateur, c'était beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, donc ça a duré un mois. Voilà. Concrètement, en mettant en place ces solutions, ça nous a permis ce qu'on en retire, c'est plus 11 en termes de conversion sur la partie non consentie, plus 5 sur la partie plus 11% et 5% ouais, sur la partie navigateur. Il faut savoir qu'on a essayé d'estimer à peu près en interne combien on aurait perdu de conversion sans l'implémentation de ces 2 solutions. On pense qu'on aurait perdu entre 10 et 15%. Voilà, donc c'est quand même des solutions qui nous aident beaucoup aussi sur la partie modélisation. Tout comme Camille le disait, on a une approche beaucoup plus probabiliste que déterministe aujourd'hui. Donc ça change aussi pas mal de notre mindset dans l'idée aussi où on avait effectivement avant une accessibilité à la donnée qui était quasi immédiate. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il faut aussi se résoudre à se dire j'attends un peu, je temporise et pour savoir prendre les bonnes décisions. Mais la modélisation aide aussi dans cette dynamique-là. C'est vrai que du coup, maintenant, donc, vous dépilotez avec de la modélisation. Je crois que ta direction n'était pas très habituée. Tu as aussi un peu de délai. Enfin, voilà, ça aussi été pas mal de changements, je pense, en termes d'état d'esprit de l'équipe. Et peut-être juste pour conclure, même question qu'à Cédric. Est-ce que tu peux nous dire si ça vous a apporté des changements qui sont aussi positifs, des choses que vous n'auriez peut-être pas faites si vous n'aviez pas eu ces contraintes, des choses que vous avez peut-être faites plus rapidement et se dire que voilà, il y a aussi du bon dans ces changements? Oui, il y a du bon. En tant que DNVB, comme je l'ai précisé, la stratégie marketing est vraiment au cœur de nos décisions. Donc, la data en tant que telle est vraiment au cœur. Alors, la data a été gérée dans les différents pôles côté marketing, mais on n'avait pas de centre data en tant que tel côté market qui permettait d'avoir une vision globale à 360. Voilà, donc avec tout ce qui s'est passé dans l'écosystème, je dirais, sur les 18 derniers mois, on a pris la décision de créer un pôle data qu'on va bientôt ouvrir, qui répondra aussi à une partie de nos problématiques. Je pense qu'il va aussi sécuriser et rassurer aussi nos prises de décision. Donc, voilà. Donc, l'effet positif, c'est voilà, d'avoir un pilotage qui soit plus fin avec quelqu'un qui soit dédié et qui ait une vraie vision dans sa globalité. On a aussi rechallengé et rebattu un peu les cartes. On se pose beaucoup de questions sur l'attribution. C'est aussi quelque chose qui est assez important chez nous. De par la stratégie digitale qui est très forte. Donc, ouais. Et puis, ça nous ouvre aussi de manière assez générale, je dirais, sur
le test éventuel de nouvelles solutions où voilà, on réfléchit, on s'ouvre un peu les chakras. On est obligé de s'adapter et ça fait du bien aussi de se... Voilà. Écoute, merci beaucoup Soraya, et je pense que nous, pour conclure, on peut aussi dire qu'en tant que consommatrice, on est assez contente d'avoir ce web qui est aussi ouvert, accessible, et où en même temps on sent que nos données sont un peu mieux contrôlées. Donc voilà, donc l'idée c'est de se dire quand même que malgré ces changements, on s'en sort plutôt bien. Et je crois qu'il est temps de conclure, voilà, parce que l'heure est terminée.